va procéder à la soutenance doctorale de M. Karim Alavi. Le titre de la thèse, c'est Conception pour la testabilité des systèmes biomédicaux implantables. Je vais demander à M. Alavi de faire une présentation que je ne voudrais pas trop longue parce qu'on a des petites contraintes de temps. Moi, je crois que tu es conscient. Donc, dans une trentaine de minutes, je vais couper court. C'était. Des systèmes biomédicaux implantables. Pour commencer mon exposé, je vais commencer par une petite introduction de problème. Je vais situer les objectifs généraux du travail. Après, je vais discuter les plans de recherche qui est composé de conception pour la testabilité, conception pour la fiabilité et design d'un protocole de communication fiable. Et je vais finir ma présentation par une conclusion et recommandations futures. Comme il s'agit des circuits biomédicaux implantables, les circuits biomédicaux implantables ont des caractéristiques spécifiques qui est la longévité, biocompatibilité, reprogrammabilité, flexibilité, faible consommation, taille minimale et bien sûr la fiabilité. Aujourd'hui, à cause des avancements technologiques considérables dans les circuits intégrés et protocoles de simulation clinique, il y a beaucoup d'avancements dans le domaine technique des simulateurs et des sensors implantés, mais malheureusement, il y a une résistance de la part des médecins pour utiliser des technologies avancées dans les systèmes biomédicaux implantables et surtout à cause de la fiabilité. Et leur raison, c'est de dire les systèmes biomédicaux implantables d'aujourd'hui, ils sont très très sophistiqués et donc on a une probabilité d'avoir des ponts plus grands, on ne peut pas contrôler les fonctions, on ne peut pas assurer les fonctions du système, donc on diminue la fonctionnalité et la performance pour assurer la fiabilité. L'objectif de cette thèse est de proposer des méthodes de conception pour la fiabilité des systèmes biomédicaux implantables pour leur permettre d'utiliser l'avancement technologique des circuits intégrés dans leur structure et finalement améliorer la qualité de vie des patients. Donc on voit le schéma de bloc global d'un système biomédical implantable, qu'il s'agit d'un contrôleur externe et la partie implantable qui sera implantée dans le corps humain. Le contrôleur externe, il communique avec l'implant via un lien inductif pour programmer et alimenter l'implant. Et l'implant, il communique avec le contrôleur externe via un couplage optique pour les pannes de télémétrie. Donc ici, on a un bloc d'alimentation qui prépare un signal d'alimentation fixe à partir du signal AF entrée. Il y a un récepteur, bien entendu, un bloc de télémétrie, un contrôleur implantable qui gère toutes les opérations, les tâches de sortie pour attaquer les nerfs ou les muscles à stimuler. Et vu qu'il y a un lien biotélémétrique et il y a de boucles de rétroaction, les signaux biologiques ils sont captés, ils seront conditionnés par un module analogique et ils seront communiqués avec le contrôleur implantable ou le monde extérieur. Donc ici, comment on voit, on a des variétés de systèmes, on a des systèmes numériques, des systèmes analogiques et surtout des fils d'interconnexion et des électrodes. Donc il faut qu'on propose des méthodes pour toutes ces parties afin de les rendre fiables. Donc on voit que, comme j'ai mentionné, on voit que le circuit, on a des circuits numériques, des circuits analogiques composés des convertisseurs numériques numériques, amplificateurs fils et des fils d'interconnexion et des électrodes. Pour la partie de numérique, on utilise la technique de test par courant qui est connue IDDQ testing parce que c'est connu comme d'être un test de fiabilité. Et on utilise des méthodes de test ad hoc pour la partie analogique et on a proposé une méthode de test pour les électrodes. Et je dois mentionner que
vu que les électrodes et les fils d'interconnexion dans les circuits implantables, ils sont dus au stress mécanique et ils ont implanté dans un milieu très agressif. La plupart des pans des circuits implantables sont dus aux fils d'interconnexion et des électrodes, donc on a consacré une attention particulière ici. Et finalement, vu que l'implant il communique avec le monde externe par le biais d'une lien télémétrie et un lien de programmation. Donc il y a un protocole de communication, vu que le milieu est très orbité et le couplage entre les deux n'est pas parfait, c'est variable, donc il y a la possibilité d'avoir des erreurs de communication. Donc on a proposé un protocole de communication qui permet de corriger automatiquement les erreurs de communication afin d'augmenter la fiabilité de communication aussi. Donc si je vais expliquer brièvement le plan de recherche, on va développer des techniques de conception pour la testabilité qui est connue comme DFT et l'autovérification intégrée qui est connue comme BIS, convenant au système implantable. On va développer des techniques de prédiction de l'occurrence éventuelle des pannes, surveillance de batterie, parce qu'il utilise une batterie aussi, et mesure de puissance dissipée pour aussi surveiller la durée de vie de batterie. On va développer ensuite un protocole de communication fiable dédié au système biomédical implantable. Donc, la méthode de test par IDDQ, le problème concernant cette méthode, c'est qu'on n'a pas des sensors de courant très performants. Et normalement, lorsqu'on utilise un sensor de courant, le sensor de courant, il va affecter le niveau d'alimentation et la vitesse de circuit sous tête. Il limite le courant d'alimentation thermique et finalement, il compare le courant mesuré avec une référence fixe. Et vu que ce n'est pas permis dans notre application, qui est une application biomédicale, la performance est très très importante. Donc notre objectif, c'est de proposer un sensor de courant qui nous permet d'appliquer la méthode de test de courant sans affecter la performance de circuit sous test. Donc ce qu'on propose, vu que dans les systèmes implantables, comme je viens de mentionner, il y a toujours un régulateur de tension parce que le système est implanté de l'extérieur, donc il faut régulariser la tension. Donc il y a un régulateur de tension qui est constitué d'un référence de tension, un adapteur de tension, un régulateur de tension. Donc ce qu'on propose, c'est d'intégrer le sensor de courant avec le régulateur de tension qui est ici. Ici c'est le circuit sous-tête ou le circuit implantable. Ça c'est la tension d'entrée qui n'est pas régularisée et ça c'est la tension régularisée. Donc c'est ça qui est considéré comme notre source d'alimentation stable et nous proposons d'intégrer le sensor de courant dans cette structure pour ne pas affecter les performances de circuit sous-tête. Donc facilement ce qu'on fait, on met une résistance en parallèle avec la résistance qui est déjà là. Donc voilà la structure du sensor de courant proposé. Donc on n'intervient pas dans la structure déjà existante, on met en parallèle une transistor et une boucle de rétroaction pour assurer la précision de mesure, même si les deux transistors fonctionnent dans leur zone linéaire. Et ici on a un élément de mesure parce que le courant censé, ici on va le convertir en fréquence pour l'observer. Et ici c'est le résultat de simulation qui montre la précision qui est mieux qu'un 0.1% pour tout le zone. Vu qu'on est en train de capter déjà le courant d'alimentation, et basé sur cette relation, la puissance dissipée, donc on sait que la puissance dissipée est directement proportionnelle à l'intégrale de courant d'alimentation. Et vu qu'on a déjà le courant d'alimentation, on peut calculer l'intégrale de courant d'alimentation qui est mesurée par notre sensor de courant en utilisant une capacité qui nous donne cette relation et prédire la puissance dissipée à l'intérieur d'un coup d'horloge en utilisant cette relation. Donc ici c'est la capacité que je viens de mentionner. Donc ici c'est le courant mesuré, la capacité pour mesurer la puissance dissipée, la résistance pour la test IDDQ et le convertisseur courant fréquent.
Donc on voit que simplement en ajoutant une seule capacitance, on a donné la possibilité de mesurer d'une façon en temps réel la puissance dissipée. Et voici le résultat d'un chip qu'on a fabriqué et testé pour notre sensor de courant. La contribution originale de cette partie de travail est de combiner le sensor de courant avec le régulateur de tension pour ne pas affecter le niveau d'alimentation et par conséquent la vitesse de circuit sous test, mesurer la puissance dissipée en temps réel en utilisant les mêmes sensors de courant. Et finalement, je n'ai pas mentionné ici, je n'ai pas présenté, mais l'ascenseur de courant est conçu pour être autotestable. Donc il se teste automatiquement avant de faire le test de circuit. Donc on est sûr que le sensor lui-même il fonctionne. La deuxième partie qu'on a donc, maintenant on procède pour la testabilité et le vice de circuit de partie analogique. Donc la première composant le plus important c'est les convertisseurs AD et DA. Et les paramètres importants sont ANL, DNL, la tension d'offset, gain error, temps de conversion et les bruits équivalents à l'entrée. Ça, c'est la première structure de vis qu'on a proposée pour tester les convertisseurs numériques analogiques. Donc, on utilise un compteur pour appliquer les vecteurs de test, des switches pour mesurer les différents paramètres INL, DNL, ainsi de suite, des références de tension, un comparateur pour comparer le paramètre mesuré avec la référence, et finalement un contrôle logique qui gère toutes les opérations. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on utilise une technique de calibration automatique pour assurer la précision de circuiterie vis, qui nous permet d'utiliser des composants analogiques non précis ou réguliers pour faire une test de précision. Ici, on utilise, je montre la calibration de tension d'offset anti-hop à l'entrée. Donc ici, on mesure et ici, on le place pour calibrer l'anti-hop. Et finalement, vu que normalement dans le circuit implantable, dans les tâches de sortie, on utilise plusieurs convertisseurs numériques analogiques, ici je montre comment la même technique de vis peut être utilisée pour tester tous les convertisseurs numériques analogiques disponibles d'une façon séquentielle. Donc on utilise la même structure additionnelle, surface additionnelle, pour tester tous les convertisseurs numériques analogiques. Et ce qui est encore intéressant dans ce travail, on a utilisé la même technique développée pour tester les convertisseurs numériques analogiques, pour tester les convertisseurs analogiques numériques qui utilisent un convertisseur numérique analogique dans leur structure interne. Donc ici, ce qu'on fait, on utilise les ressources déjà existantes dans la structure de convertisseurs analogiques numériques et on ajoute un peu de circuits additionnels pour tester le convertisseur numérique analogique interne et on fait quelques tests supplémentaires et on peut déduire que le convertisseur analogique numérique lui-même il est testé. La contribution originale de cette partie aussi, c'est la calibration automatique de structure de vis pour assurer la précision qui a permis d'utiliser les composants normaux et diminuer la surface au flux, tester les ADC en utilisant les mêmes techniques développées pour tester les DAC, qui a aussi permis de diminuer grandement la surface au flux. Et l'approche de vis qu'on a proposée pour les convertisseurs AD et DA, c'est parmi les premières approches de vis qui est proposée pour les circuiteries mixtes. Pour la deuxième partie, pour la test de deuxième partie des implants, on a utilisé une méthode qui s'appelle méthode de test par oscillation. Donc on a profité des potentiels de cette technique de test pour tester les convertisseurs analogiques numériques et les amplificateurs opérationnels. Donc je vais donner une introduction rapide. Dans cette technique de test, on divise le circuit sous test en sous-blocs et on convertit chaque bloc à un oscillateur et on vérifie la fréquence d'oscillation qui vient ici pour juger si le circuit est fonctionnel ou non. Ici, je vais encore traiter le cas d'un convertisseur analogique numérique parce que la technique de vis qu'on a récemment proposée, il peut tester juste les convertisseurs analogiques numériques qui utilisent un convertisseur numérique analogique dans leur structure interne. Mais ici, basé sur la technique de test par oscillation, je propose une technique qui est capable de tester tous les types de convertisseurs analogiques numériques.
Donc j'ajoute ici ce qu'on ajoute, il y a une petite partie analogue et une simple circuit contrôle logique. Et l'idée globale, c'est de forcer le convertisseur analogique numérique d'osciller entre deux tensions de seuil déjà précisées. Donc ce qu'on voit ici, on a deux tensions de seuil données, VTK et VTG plus 1. Et ici, on force le convertisseur analogique numérique d'osciller entre les codes CK et CG dans son sortie et par conséquent entre ces deux tensions. Donc c'est ça la tension qu'on va avoir à l'entrée de convertisseur analogique numérique. Et finalement, ce qu'on fait, c'est d'établir la fréquence d'oscillation de ce signal en fonction des tensions de seuil qu'on a ici et bien sûr temps de conversion. On peut utiliser cette relation pour mesurer la plupart des paramètres importants de convertisseur numérique analogique numérique. Par exemple, si ces deux tensions de seuil sont égales, c'est-à-dire la convertisseur analogique numérique il oscille autour d'un seul tension de seuil, cette terme sera annulée et la fréquence d'oscillation il donne directement le temps de conversion. Et s'ils sont adjacents, on peut extraire cette relation qui est DNR, donc on peut calculer le DNR. Donc ici c'est la structure de convertisseur analogique numérique qui est full flash pour les buts de démonstration de notre approche. Et ici ça montre que le convertisseur analogique numérique il oscille aux alentours d'un seul tension de seuil et la fréquence d'oscillation est directement proportionnelle à temps de conversion. Et ici, comme je viens de mentionner, si on place deux tensions adjacentes, deux seuils adjacents ici comme VTK et VTK-1, on peut extraire cette partie et de dire que le DNL est égal à cette relation dans laquelle j'ai la fréquence d'oscillation et le temps de conversion qui est calculé dans la phase précédente. Et quelques résultats de simulation. Ici, j'ai injecté des pans dans la résistance R4 100% positive et moins 50% et je vois comment la fréquence d'oscillation change. Pourquoi? Parce que la distance entre les tensions de seuil change. Et le design possible pour la partie analogue, donc ici c'est le courant positif, le courant négatif et le switch. Et ça c'est le layout, le design proposé. On a utilisé la technique de test par oscillation pour la test structurelle des convertisseurs numériques analogiques. Par exemple, on a appliqué la concept à un convertisseur dual stop A to D converter et on a remarqué qu'à l'intérieur d'un convertisseur analogique numérique dual stop, on a un intégrateur et un comparateur. Et en couplant ces deux blocs et établissant une boucle de feedback, on peut forcer cette partie à osciller, on peut analyser la fréquence d'oscillation par logique de contrôle déjà existante. Donc ici c'est le résultat de simulation de panne. Donc on voit comment les pannes injectées ici il affecte la fréquence d'oscillation. La contribution originale de cette partie, c'est la proposition d'une approche de mesure indirecte des paramètres de convertisseur analogique numérique qui est la fréquence d'oscillation. Test des paramètres dynamiques ADC sous test comptant de conversion pour V équivalent à l'entrée. Malheureusement, je n'avais pas le temps de le présenter. Aussi, test fonctionnel des ADC et test structurel des ADC en utilisant la technique de test par oscillation. On a appliqué la même technique pour tester les anti-ops aussi parce que les anti-ops sont une partie importante de notre circuit analogique. Le circuit sous-test est un amplificateur de CMOS à 2 étages dont on a modélisé par une fonction transfert comme ça, dans laquelle AV c'est le gain d'ST à boucle ouverte et F1 c'est le pôle dominant de l'anti-op. Et ça c'est un technique d'effet proposée pour transformer l'amplificateur en un oscillateur. On ajoute 4 composantes actives et la fréquence
simulation de pain. La majorité des pains injectés on arrêtait la simulation et il y a juste quelques-uns qui ont gardé l'oscillation et on voit la déviation d'oscillation de fréquence nominale. Et pour cette cas spécifique, on avait une couverture de pain parfaite. Ça, c'est une autre structure DFT pour cette technique. Lorsqu'on a deux ampliopes, donc on ajoute juste le composant externe et voici la relation qui décrit la fréquence d'oscillation en fonction des gains d'effet pôle dominant d'ampliopes. Et le résultat de simulation de pain ici, c'était 99%. Et finalement, vu que dans les circuits intégrés, on a plusieurs ampliopes. Donc ici, on propose une méthode qui nous permet de tester plusieurs ampliopes à la fois. Et on a remarqué que la couverture de pan obtenue, c'est proportionnel, inversement proportionnel à nombre des ampliopes dans le boucle. Donc ici, la structure qu'on utilise, c'est ring oscillator, pareil à ring oscillator. Donc la fréquence d'oscillation est proportionnelle à somme des délais de propagation négatifs et positifs des ampliopes dans le boucle. Et un résultat de simulation de panne, comme je dis, les pannes qui ont arrêté la simulation, ils ne sont pas présentés dans la table, et on avait une bonne couverture de panne. Et pour pouvoir appliquer, on a proposé une ampli qui s'appelle ScanOpamp, dans laquelle on a placé des switches à l'entrée, aux entrées, à la sortie des ampliopes pour rendre testable l'ampiope et pouvoir le tester dans le mode normal et mode test. Et ici, c'est le layout d'ampiope. Les switches ils sont placés ici et ici dans les espaces morts de layout. Les résultats que je viens de proposer pour la conversion analogique numérique est apparu dans le journal de design and test par computer D3O et le résultat pour l'ampiope est apparu, est accepté pour la publication dans le journal of Testé D3O. La contribution originale de cette partie, c'est la proposition de ScanOpamp pour tester plusieurs opamps en même temps, proposition d'une approche pour mesurer les paramètres d'opamp sous test, test structure des opamps en utilisant la méthode de test par oscillation. Donc on a rapidement présenté les techniques de test pour la partie analogique et numérique. J'étais très bref, et donc j'espère pouvoir transmettre le message. Ici, ce que j'expose, c'est la testabilité des fils d'interconnexion et les électrodes et l'état de tissu interélectrode. Parce que le stimulateur, il va communiquer avec un tissu, soit un muscle, soit un nerf pour le stimuler, soit avec une muscle, ou bien pour capter les signaux biologiques pour faire de biotélémétrie. Et comme j'ai dit, la fiabilité de cette partie, vu qu'ils sont normalement sous stress énorme et mouvement, est très importante. Donc, ce qu'on fait, c'est de modéliser toute cette partie par une impédance. Donc, le système des fils d'interconnexion, les électrodes et le tissu interélectrode, je vais le modéliser par une impédance. Et la variation de cette impédance, de son valeur nominale qui est normalement entre 1 kilo et 2 kilo dans la majorité des cas, est considérée comme un pain. Par exemple, s'il y a un briseur ici, je vais avoir une impédance équivalent infinie, et s'il y a un court-circuit, ou s'il y a des fluides, des composants électroniques qui sont ici, on va avoir un court-circuit. Donc on peut détecter les pannes ici. Et normalement, on a le changement de l'état de ce tissu à cause de stimulation excessive, des choses comme ça, qui va augmenter l'impédance. Donc on peut détecter ce cas aussi, qui est très utile pour optimiser les paramètres de stimulation ou pour qu'on soit sûr on fait des bonnes mesures. Donc cette impédance est placée dans un oscillateur. Donc ce qu'on fait, ça c'est l'impédance équivalente qui est placée dans un oscillateur et la fréquence d'oscillation est observée pour mesurer la valeur de cette résistance cumulée. Et ici c'est la relation entre la fréquence d'oscillation et la composant R1 qui représente cet ensemble et la sensibilité de fréquence d'oscillation en fonction de résistance équivalent R1.
Donc ici, c'est la relation de changement de fréquence d'oscillation en fonction de cette résistance équivalente. Et quelques valeurs typiques, comme j'ai dit, on considère normalement 2 kΩ comme une condition normale qui donne 55 kHz de fréquence d'oscillation, 100 ohms comme un court-circuit typique qui donne 330 kHz, 20 kΩ comme un circuit ouvert qui donne à peu près 10 kHz d'oscillation. Et ça, c'est le layout d'oscillateur conçu pour faire cette mesure. Et jusqu'ici, on a considéré les cas des stimulateurs et des sensors d'une cas globale. On ne les a pas distingués. Ce que je propose dans le reste de cette partie, c'est d'attaquer chaque partie stimulateur ou sensor d'une façon séparée pour améliorer la qualité et réduire les circuits additionnels. Donc ici, c'est le cas d'un stimulateur. Dans le cas d'un stimulateur, ce qu'on a normalement, comme je viens d'expliquer, un convertisseur numérique analogique pour appliquer un signal. Ici, ça c'est l'impédance équivalente d'électrodes, nerfs et tissus interélectrodes. Et ça, c'est les switches de contrôle qui gèrent la direction de ce courant dans le nerf ou le tissu. Donc, ce qu'on fait, lorsque ces deux switches sont fermés, on a une fonction ici, VRO, qui est équivalent à IDC fois RO. Donc, on fait un échantillonnage dans ce moment. Donc, et on aura une fonction ici équivalent à RO, IDEC. On connaît d'avance la valeur de ce courant. On vient de mesurer la tension ici. Donc, on peut déduire exactement c'est quoi la valeur de cette résistance et on peut dire si il y a une panne dans le système ou non. Donc, une simulation ici, donc ici c'est VRO que je viens de dire, ici c'est le signal d'échantillonnage, et ici on a échantillonné le signal. On le convertit en fréquence comme d'habitude pour mesurer sa valeur. Ici c'est le cas d'un sensor. Normalement dans les sensors, pour les fins de télémétrie des paramètres cliniques, on utilise un amplificateur d'instrumentation qui est constitué de trois amplis. Et ici, j'ai considéré qu'on a chopper stabilization pour réduire l'effet d'offset et de bruit. Donc, ce qu'on fait, vu qu'on n'a pas un courant de stimulation ici, ici, c'est le cas d'un sensor. Normalement, dans les sensors, pour les fins de télémétrie des paramètres cliniques, on utilise un amplificateur d'instrumentation qui est constitué de trois amplis. Et ici, j'ai considéré qu'on a chopper stabilization pour réduire l'effet d'offset et de bruit. Donc, ce qu'on fait, vu qu'on n'a pas un courant de stimulation ici, j'ai placé un courant source de courant dans le mode de test. Donc, dans le mode de test, je vais appliquer ce courant. Le courant, il va passer par la résistance ici, la résistance équivalente qui représente les fils d'interconnexion de l'électrode et le tissu d'interélectrode. Et je vais mesurer la tension que je vais avoir à la sortie. Vu que je connais le courant injecté et j'ai mesuré la tension, je peux déduire la valeur de résistance, donc déduire s'il y a une panne dans le système ou non. Donc, on a proposé les méthodes de test efficaces pour la partie analogique, la partie numérique et les interfaces interélectrodes. Maintenant, pour encore augmenter la fiabilité, on propose une méthode pour prédire la possibilité d'avoir une panne dans le circuit implantable ou bien de prédire ou d'évaluer l'état de structure microélectronique. Donc, ce qu'on fait, on utilise des sensors thermiques pour mesurer le chaleur, la température de structure microélectronique et pour dire c'est quoi l'état de structure microélectronique. Et juste comme un rappel, on sait que dans un circuit électronique, la température de structure microélectronique accroît si on augmente sa taille parce qu'il y aura plus d'activité. Si on augmente la fréquence d'opération parce que la dissipation augmente, et dans le présence d'un court-circuit, parce que le court-circuit, normalement, on a un courant excessif qui passe, donc il y aura une dissipation de puissance locale et la température de substrat monte. Donc, on peut utiliser cette technique des sensors de température, premièrement pour détecter s'il y a des pannes, et même s'il y a
températures anormales dans le chip qui vont créer des freins éventuels dans le système, on peut les détecter et donner un signal d'arrêter le système ou d'arranger le problème. Les sensors de température qu'on a proposés, on a proposé quelques sensors de température. Ici, je propose deux sensors. La méthode globale, c'est d'utiliser une résistance comme l'élément de sensor. Et on sait que la valeur d'une résistance augmente avec la température. Donc ici, le courant change avec la température. Et ici, j'utilise toujours mon fameux convertisseur courant fréquence. Et ici, c'est le design, le layout, et puis la relation qui décrit la relation entre fréquence d'oscillation et résistance. Et la sensibilité de fréquence d'oscillation à VDD, parce que normalement, notre sensor de température, il ne doit pas dépendre de valeur de changement de VDD, qui est faible, c'est 0.2, et le coefficient de température. Et ici, les résultats de simulation nous indiquent comment la fréquence d'oscillation change avec la température de chip et de substrat, et aussi la puissance dissipée dans le sensor. Ça, c'est le deuxième sensor de température proposé. C'est basé sur la même technique. On a une résistance qui mesure la température et la température est convertie à un courant et le courant à une fréquence d'oscillation. Mais le beauté de celui-là, c'est qu'il ne dépend pas de changement de niveau d'alimentation. Ça, c'est la fréquence d'oscillation en fonction des changements de résistance. Et la sensibilité de fréquence en fonction de VDD est nulle dans sa zone d'opération. Et ça, c'est le coefficient de température de sensor. Donc, si on veut les comparer, le premier, il occupe moins de surface, il consomme légèrement moins de puissance, mais il a une sensibilité à VDD plus grande. Et ce qui est intéressant, les deux sensors de température, ils peuvent être implantés dans n'importe quelle technologie CMOS numérique. Donc, ils ne demandent pas des processus spécifiques pour leur implantation. Et finalement, on a fabriqué les deux sensors de température pour vérifier leur fonctionnement et ils ont donné de très bons résultats. Et aussi, le deuxième sensor de température est implanté par, je crois, Bosch, dans un contrôleur, Space Lab Controller, qui est un safety critical product. Et les contributions originales de cette partie de travail, nous avons proposé des sensors de température intégrés ayant une sortie numérique pour le test thermal des structures microélectroniques. Et finalement, les sensors de température conçus sont compatibles avec la technique de test par oscillation et les technologies de fabrication des circuits CMOS numériques. Et le résultat de ce travail a été accepté pour la publication dans Journal of Electronic Testing and Applications. Finalement, la dernière partie, il nous reste juste quelques minutes. La dernière partie, c'est la protocole de communication, parce qu'on a proposé des méthodes de test pour la partie numérique, pour la partie analogique, pour les interfaces entre l'humain et
Non, trimming, ce qu'on a voulu, après la réalisation, ce qu'on a trouvé, moi personnellement, j'étais étonné parce que la déviation, j'ai testé 12 échantillons, à peu près 12 échantillons de chaque sensor, et j'avais pas une déviation plus que 4% négative et 5% positive. Que crois-tu qu'il se passerait si tu changeais de lot de production? Supposons que tu répètes l'exercice et on parle d'un bus en production. Oui. Et tu produis constamment la pièce. Quelle déviation attendrais-tu d'un lot à l'autre? D'un batch à l'autre? Déjà, dans un batch de fabrication, j'ai testé différents vecteurs aussi. Enfin, en résumé, je peux dire maximum j'avais 6% de déviation. Donc, je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait d'une batch de fabrication à l'autre, mais normalement, on doit attendre à une déviation plus grande. Généralement cité pour ce genre de déviation de l'eau. Je pense 15%. Est-ce que le trimming, c'est pas coûteux parce que, enfin, laser trimming, normalement, c'est le plus couramment utilisé. Mais ce qu'on peut faire, c'est pas laser trimming. On peut ajouter, ce qu'on fait normalement, on peut ajouter, parce qu'on sait c'est quoi les marges de variation, ajouter quelques switches pour court-circuiter une partie de résistance, donc pour faire un trimming très très low pass trimming, comme on l'appelle. Et ce qui est important ici, parce que normalement, notre sensor, ce que je voulais dire, ici, dans notre application, on n'est pas intéressé à avoir une résolution de 0.1 degré de Celsius comme c'est le cas d'une application biomédicale. Donc, on est intéressé de savoir c'est 37.6 ou 37. Ici, c'est juste de savoir est-ce qu'il a dépassé 80 ou non. Donc, si j'ai une précision de plus que 2-3 degrés, c'est suffisant. Donc, ce n'est pas nécessaire d'investir plus que ça. J'ai traversé les questions du professeur Alcalini. Je vais passer aux autres membres du jury. Poursuivre avec M. Gros. Ok. Bon, moi, je suis pas dans votre domaine de conception systémique, mais une fois précis, solution solaire, évidemment, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu la lire entièrement. Une question va être plus qualitative. Malgré que la première est peut-être aussi quantitative, j'utilise beaucoup d'oscillateurs pour transformer l'information les oscillateurs que j'utilise ont des taux de remplissage assez importants. Des oscillations qui envoient la sortie, mais qui ne sont pas des pulses, ce sont des taux de long carré. Est-ce que ça a une influence importante sur la puissance de ton circuit qui veut informer l'extérieur d'une mauvaise fonction? Normalement, enfin, la puissance se dissipe dans le moment de transition. Donc, si j'avais donc, le période, le duty cycle ne change pas premièrement. Et comme dans le cas des sensors de température, au moins j'ai caractérisé très bien, même on a fait des mesures expérimentales. Et il faut comparer normalement, ok, ça transforme de l'énergie, mais il faut comparer avec une solution alternative qui est le cas d'un convertisseur analogique numérique que les gens utilisent. Parce que il faut qu'il soit numérique, donc il faut convertir le convertisseur numérique analogique, le tension numérique et une shift numérique et envoyer, donc on a plusieurs. Et même à l'intérieur d'un convertisseur numérique analogique, on a des oscillateurs. Donc ça, finalement, c'est peut-être 30% d'un convertisseur, un oscillateur, un convertisseur courant fréquent, c'est un pourcentage d'un convertisseur numérique analogique. Parce que moi, j'ai jugé, je n'ai pas besoin de convertir à un chiffre. J'ai la fréquence, pourquoi je peux directement donc c'est un convertisseur numérique analogique. Et dans les autres catégories, on a principalement le même problème. Donc je crois que ça dissipe pas plus que des autres solutions. Mais par rapport au circuit de base, il y a quand même une situation excédentaire. Bien sûr, normalement, il y a quelque chose à donner lorsqu'on prend. Ça poserait un peu la question que j'avais tantôt, si tu avais vraiment une application à micro-puissance, est-ce que tu crois que c'est une
signal enable pour mettre en idle l'oscillateur lorsqu'il ne fonctionne pas. Donc les oscillateurs, ils fonctionnent dans une petite durée de temps lorsqu'on veut faire le test. Donc il ne consomme pas, c'est pas quelque chose à temps. Et ce qui est intéressant, parce que si on utilise d'autres circuits, normalement on a des bias, des choses comme ça qui consomment en temps continuellement. Donc ici, vu que c'est une laps de temps qui consomme et on fait la monitoring et après, c'est clair qu'il consomme de l'énergie, mais à mon avis, ça ne serait pas pertinent. Je donne l'exemple, c'est vrai parce que même lorsqu'on regarde le cas d'un simulateur que j'ai travaillé même pratiquement avec, on est obligé de stimuler le nerf avec 3 microampères, avec 4 microampères et quelquefois plusieurs nerfs. Donc c'est pas ici on parle de quelques fractions de milliampères. Donc c'est pas quelque chose qui est vraiment excessif de l'application comme telle. Même dans le cas de simulateur cardiaque, c'est aux alentours de 2 milliampères qu'on stimule le masse musculaire. Donc c'est pas quelque chose qui dépasse vraiment pour dire. Et en plus c'est pour une petite laps de temps. C'est une petite laps de temps. Je vais lier ça à la question que tu as posée concernant ces implants-là qui doivent demeurer 10 ans, 20 ans, et le taux de consommation x 1000 watts sur 20 ans, c'est combien? J'imagine que la phase de détection d'erreur, elle n'est pas continuellement allumée. Oui, c'est tout le temps allumée? Non, c'est juste peut-être pas un mois le médecin il allume lorsqu'il y a un problème pour détecter, donc c'est très rare. Et je ne sais pas si j'ai dit 20 ans ou non, mais 10 ans c'est vraiment une période optimale qu'on a, et normalement il faut un chirurgie pour remplacer la batterie, ce qu'on a comme problème. Donc c'est pour ça qu'il y a une recherche pour des low power design. Dans la phase de détection, qu'est-ce qui est habituellement l'action à prendre quand on observe un décalage, un erreur, une panne dans un circuit? Oui. Donc, une des possibilités, c'est de faire une correction de circuit ou de dire là, c'est trop important pour le décalage. Est-ce que c'est une question intéressante parce que moi, je suis arrivé jusqu'aux phases, je n'ai pas abordé la question comment corriger le problème. Donc, il y a des méthodes de correction, il y a, je ne sais pas, il y a des Nous avons passé suffisamment de temps avec ce sujet-là. Moi, j'aimerais bien que tu expliques probablement en quelques mots très brièvement quelles sont les méthodes actuelles. Les implants, ce sont des choses très populaires, avez-vous dit? Oui. Qu'est-ce que les gens font actuellement? Actuellement, enfin, j'ai pas trop communiqué avec eux, mais j'ai communiqué au moins avec Medtronic, qui est le chef des implants cardiaques, qui font récemment des stimulateurs linéaires aussi. Et aussi, surtout avec leur branche à l'Europe, à Netherlands, j'ai visité même leur lab. Ils n'ont pas une stratégie c'est-à-dire que c'est des méthodes ad hoc, ils n'ont pas une stratégie globale. C'est des solutions, parce qu'ils ne sont pas... C'est la première fois, parce que l'avancement des circuits microélectroniques s'est commencé, même électronique, la première transiteur a été utilisée dans le stimulateur cardiaque. Et même l'avancement est commencé, même le développement de l'électricité, c'était dans la stimulation, dans les circuits implantables. Mais pour les techniques de fiabilité, ce que je vois clairement, l'autre partie, c'est plus avancé que les circuits implantables. Donc maintenant, on espère de faire un transfert de technologie inverse des circuits électroniques normales aux circuits implantables. Ils font des choses, ils sont très intéressés, mais ça arrête avant l'implantation. C'est-à-dire qu'ils font tout avant l'implantation, et une fois que c'est implanté, ils n'ont aucun contact avec le circuit. Est-ce que tu peux dire que probablement ça vient de l'effet que ce sont des médecins, des gens qui sont plus proches de médecine qui s'occupent de ça? Exactement. Et déjà, l'approche de testabilité, tout ça, c'est récent. Et on vient récemment de l'implanter dans les circuits électroniques. Donc, encore, c'est une délai de propagation, je crois. Merci, je n'ai pas de questions. Donc, je vais commencer avec une question. Je voudrais peut-être commencer avec
Ça, j'ai lu, parce que c'est quelqu'un qui a commencé, ça c'est, si je prononce bien, Goldbridge, qui a reçu plusieurs médailles. C'est pas parmi les premières, il y a toujours des gens en parallèle qui travaillent. Et vu que c'était la première utilisation remarquable de l'électronique à l'époque, et ça sauvait plusieurs vies directement, les implants cardiaques, parce qu'il y a plusieurs gens qui ne peuvent pas vivre sans, et ils ont maintenant, ça fait 20 ans, 30 ans, parce que c'est étonnant, mais ça fait juste 25 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai lu dans plusieurs articles qui disent ça. Je ne sais pas s'il y a un consensus sur ça, mais j'ai entendu ça que c'est la découverte la plus importante. Surtout parce que ça touche la santé des gens, ou ça sauve des vies. Peut-être je devais donner une référence, mais ce que j'ai lu 2-3 fois pendant mes lectures. Je peux dire au minimum que ça me paraît une vue biaisée du monde du biomédical. Que dans le monde du biomédical, on fasse cette observation-là, je veux dire, et tu dis toi-même, les stimulateurs dental est impensable sur un transistor. Ouais. Si on voulait mettre palmarès des plus grandes découvertes du 20e siècle, est-ce que le transistor devient ne serait pas avant, puisque le second est impossible sans le premier? Ce serait pas le palmarès des plus grandes découvertes du 20e siècle? C'est un petit peu risqué comme énoncé. Donc je vais laisser ce sujet. Je vais peut-être m'en aller à un point de détail. Page 33. Poser une question de détail. Je m'intéresse en fait à concerter la figure 1, page 32, et je regarde mon voltage adapter. Et moi, ce que je vois... Comme ça, il recontinue comme ça. Donc, on va avoir des coups ratés. Donc, la fréquence d'oscillation change. Donc, lorsque la fréquence d'oscillation change, on peut mesurer la G sur l'oscillation? Pardon? Je mesurerai la G sur l'oscillation? Je n'ai pas très bien vu de proposition concrète sur quoi mesurer. C'est la fréquence d'oscillation qui est mesurée. D'accord, mais c'est en fait ce qui va changer, c'est la phase. C'est les périodes, la durée d'une période à l'autre. C'est les phases, mais la fréquence nominale aussi change. Parce que s'il y a des coups qui est raté, parce que finalement, ici, si on considère la fréquence, le signal qui contrôle, ici on va avoir 1, 0, 1, 0. Ici, on reste pour 1, pour 2, 3 coups d'horloge. Donc, si on considère comme ça, la fréquence moyenne diminue. Donc, c'est pour ça que si on avait tous les coups existants, on a une fréquence nominale. Mais s'il y a des coups d'horloge absents, la fréquence diminue. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ta théorie prédisait, si je l'ai bien vu sur le cœur, ta théorie prédisait plutôt une variation de la période. Si on considère le signal c'est période finalement. Vous avez raison, parce que c'est la période qui va être élargie d'une façon aléatoire. Enfin, aléatoire parce que c'est fixe, normalement il est élargi, donc c'est dans le côté positif toujours. Donc si j'ai un compteur pour mesurer la fréquence dans une zone fixe, Toujours positif? Oui. Le bruit n'est pas à double potentiel? Un événement de Enfin, oui, parce qu'il peut rester aussi un toujours. Donc, ça dépend de valeur effective qu'on a. Si valeur effective, parce qu'on a une valeur effective, si la valeur effective est positive ou négative. Je ne vais pas aller trop loin dans ce sens-là, parce que étant fait, j'ai d'autres questions peut-être plus intéressantes. Page 163, tu m'as provoqué des résultats sur le fait qu'une association entre 20 kΩ sur RE et... Peut-être la réticence des médecins à utiliser une technologie parce que la fiabilité c'est le genre de travail qui doit être moins réussi. Mais il voit déjà la fiabilité. Donc, si on démontre la fiabilité, je pense que la résistance diminue. Mais les médecins, ils sont normalement résistants à tout développement technologique, il n'y a pas de question. Et surtout, ils disent qu'ils sont habitués avec un système, ils préfèrent travailler avec ça, et surtout, ils utilisent comme moteur. D'accord. Donc, ça me fait plaisir au nom du jury de vous féliciter pour votre avis. Et puis, ce que j'aimerais vous dire, c'est un petit commentaire, celui qui va figurer sur la thèse. On va mettre sur
candidat a fait une excellente présentation. Sa thèse constitue un ensemble impressionnant par la pertinence, la cohérence et l'ampleur des contributions. Cette thèse fait partie des meilleures thèses réalisées à l'école. Et ça, je pense qu'on est unanime